La maison qui cuit le temps. Chapitre 1. 7h18. Lyon s'ébroue toujours avant l'aube. Un premier grondement de bus sur le quai de Saône, puis cette bruine fine que les lampadaires tranchent comme des fils d'or, enfin la lueur chaude des boulangeries qui soulèvent peu à peu les volets. Dans le demi-sous-sol d'un vieil immeuble de la Croix-Rousse, le mercredi aurait dû commencer comme tous les autres. Le frigo vrombissant d'un ton de contrebasse, le convecteur soufflant un air tiède qu'il croyait courageux, et 2 bols ébréchés d'avoine tiédissant sur la table. Mais ce matin-là, Claire Dubois déposa près de la cuillère de son fils un épais courrier cartonné couleur beurre frais. Elle essaya de retenir le frémissement au bout de ses doigts, seul un éclat d'inquiète joie brilla dans ses prunelles. « Ouvre, Élie » murmura-t-elle, comme on invite quelqu'un à respirer. Le garçon déchira le rabat. Une feuille ivoire, moirée, se déplia, coquée d'un ex-libris, 3 initiales enlacées, ELW, enveloppait un minuscule cadran d'horloge. Dessous, une plume ancienne déroulait ces mots. Au seul héritier vivant, Éléonore Louise Watley lègue l'ensemble de ses biens, y compris la demeure 6 au 17, rue des Lilas, Lyon 1er. Une maison en plein centre, plus improbable qu'un dragon sur la place des terreaux. Claire expliqua. Éléonore était la sœur du grand-père, infirmière résistante et, depuis la Libération, une légende silencieuse que personne, aux Noëls familiaux, n'osait évoquer. À présent, elle disparaissait pour de bon, laissant tout à un garçon qu'elle n'avait jamais rencontré. 2 jours plus tard, mère et fils franchirent le portillon de fer du numéro 17. Sur la façade ocre, la vigne vierge gonflait ses dernières feuilles. Des fenêtres étroites, si hautes qu'on aurait dit des meurtrières, guettaient la rue en contrebas. La clé de bronze, lourde comme un médaillon du siècle dernier, tourna avec un claque clair. Une bouffée tiède, parfumée d'un sucre toasté, vint à leur rencontre. Au milieu du vestibule trônait une horloge comtoise si haute qu'on aurait pu croire qu'elle soutenait le plafond. Les aiguilles, immobiles, pointaient obstinément 7h18. Élie effleura le verre, pas le moindre tic ni l'ombre d'un tac. Et pourtant, la pièce ne paraissait pas morte, plutôt suspendue, prête à reprendre vie si quelqu'un prononçait le mot secret. Dans la salle à manger, le vernis des buffets miroitait comme si un majordome l'avait lustré la veille. La cuisine, peinte d'un jaune citron lumineux, renfermait un mystère. Sous le couvercle d'une anticuche, un pain demeurait moelleux, presque chaud. Au-dessus de la cuisinière, une ardoise griffonnée de craie listait, d'une écriture plantureuse. Mardi, cornichon de Madame Perrier, bien relevé. Jeudi, crème d'érable, ne lésinez pas sur la crème fraîche. Un éclair bleuit les vitraux, les ampoules frémirent avant de se stabiliser. Claire se réfugia dans une explication d'électricité fatiguée. Élie, lui, sentit vibrer les lames du parquet, comme un pouls discret sous la semelle. Sa lampe torche balaya un placard à balai, un fin trait dans le plâtre trahissait une porte cachée. Une simple poussée, et un escalier étroit s'enfonça vers l'ombre. En bas, les attendait une cuisine d'un autre âge. Fourneau à bois encore tiède, pompe à bras, bocaux étiquetés sucre, carte de rationnement. Sur le mur, un calendrier proclamait avril 1943 et pourtant sentait l'encre fraîche. Le cœur cognant contre les côtes, Élie repéra, coincée derrière la radio à lampe, une carte de recette. EW, crème d'érable. Chauffer le lait sans hâte, aucune entorse permise. Il glissa la carte dans sa poche. Durant le trajet en bus, la pluie tambourina contre les vitres tandis que Claire parlait d'avocats et d'hypothèques. Élie caressait le papier rêche, se demandant comment un pain abandonné pouvait rester aussi tendre. Le lendemain, dans le brouhaha du self, il confia tout à Sophie Marchand, collectionneuse de mystères urbains. À mesure qu'il détaillait radio sans câble et calendrier rebelle, les yeux de la jeune fille s'illuminaient. « Tu viens de trouver un pli temporel. » Souffla-t-elle. « Amène-moi samedi. » La bruine persistait lorsqu'ils garèrent leur vélo devant la grille. Une fois la porte close, la teinte des corniches sembla s'intensifier, et l'air s'emplit d'un parfum de sablé à la cannelle qui n'existait pas une minute plus tôt. Du sous-sol montait un swing feutré. La radio, toujours privée de prise électrique, luisait d'une ampoule orangée. Sophie blêmit, puis éclata d'un rire incrédule. L'éclair suivant coupa la musique nette. Les 2 adolescents s'élancèrent vers la sortie. Déjà le papier peint grisâtre du XI-siècle reprenait sa place. Sous la pluie, Élie nota dans un carnet moucheté « Ne prélever que ce que l'on peut honorer ». Ce soir-là, Claire céda à l'envie de tester la recette. Elle laissa Élie nourrir le fourneau de bûches sèches. Le sirop d'érable se mêla à la crème, les jaunes d'œufs fouettés sucrèrent l'air, et les ramequins frémirent au bain-marie, tandis que le tonnerre roulait sur Fourvière. À la première bouchée, rire nerveux et larmes furtives s'entremêlèrent. Claire goûtait une enfance qu'elle n'avait jamais eue, Élie devinait une porte entr'ouverte sur l'avenir. Aucun d'eux ne mentionna la radio ni le calendrier. Certaines magies exigent le silence. Les mardis,
La cuisine adoptait l'humeur d'avril 1956, jukebox en français, placard bleu canard. Tous les troisièmes vendredis, elle sautait en 1981, lino vert olive, four micro-ondes orange. Sophie chronométrait, 117 minutes exactement, Ellie consignait les nuances de saveur, la vanille la plus profonde en 56, l'érable le plus vif en 43. Le secret battait comme un troisième cœur entre eux. Avec le beurre d'aujourd'hui et le sirop d'hier, ils confectionnèrent des biscuits sablés que Madame Picard, voisine du rez-de-chaussée, trouva chargés de patience. L'argent, plié dans des enveloppes crème, s'empilait dans un tiroir. Claire cuisinait après son service. Ellie livrait à vélo dans les rues qui lustrent leurs pavés à la pluie. Mais le succès aiguise l'audace. Au détour d'un pli 1961, Ellie découvrit des bocaux de fraises lyophilisées, rouges comme de la braise. Il rêva de barres d'avoine destinées aux promeneurs du quai. Sophie répertoriait les types de farine à l'étage. Vespé n'existait pas encore pour donner l'alerte. Ellie prit 3 bocaux. Les barres furent englouties. 2 jours plus tard, un voisin eut des crampes et les rumeurs s'aigrirent. Le poids de la faute ramena Ellie, en 1961, replacer les fraises intactes. Le soir, il admit tout à Claire. Elle décréta que rien de hors-temps ne quitterait plus le four sans analyse. Sous la lueur blafarde du frigo, Ellie griffonna, empruntait avec douceur, étiquetait sans faux semblant, ne jamais risquer l'aujourd'hui pour un caprice. Le mardi suivant, tandis que Claire tamisait la farine et que Sophie ajustait le volume du jukebox, un froissement survint dans le buffet. Un chaton tricolore en dégringola, un œil ambre, l'autre vert de mer, médaille de laiton gravée Vespé, ELW. Il fila vers l'escalier du sous-sol et lança un miaulement strident 5 minutes avant que le décor ne redevienne que 6 siècles. Ils eurent juste le temps de remonter. Claire accepta le chat, un chasseur de souris payé en caresses. Vespé régna comme un concierge bienveillant. Rapidement, Ellie comprit. Plus la queue battait vite, plus le pli flirtait avec sa faim. Il ajouta la note ultime, quand Vespé prévient, écoutez ses moustaches. Ainsi s'acheva, ou plutôt s'ouvrit, la première page d'une histoire où une maison retient les secondes comme un four préserve la chaleur, et où ceux qui osent les goûter s'aperçoivent qu'elles fondent plus lentement qu'ils ne l'imaginaient. Chapitre 2. Moustaches, étincelles et miel de trèfle. Mais s'installa sur Lyon avec l'assurance d'un chat qui trouve toujours un coin de soleil. Dans le sous-sol de la Croix-Rousse, la routine se transforma peu à peu en rite. Claire rentrait de son car à l'épicerie de nuit, troquait la veste matelassée contre un tablier propre et plongeait ses mains dans la pâte encore tiède. Ellie terminait ses devoirs, passait sous l'eau les bols farinés et veillait à ce que la vieille cuisinière ne dépasse jamais les 185 degrés. Sophie surgissait du TAC, son sac d'étudiante plein de carnets quadrillés, pour calculer l'humidité idéale. Quant à Vespé, il inspectait le plan de travail comme s'il possédait un diplôme d'énologie des arômes. Il humait la cannelle, effleurait la farine, puis s'installait au bord de la fenêtre pour mesurer d'un battement de queue la durée du pli temporel. En moins de 2 semaines, l'odeur des brioches à la cannelle déborda l'appartement. Les voisins traînaient dans le couloir plus longtemps que d'habitude, humant l'air comme un vin prometteur. Madame Picard, armée d'un Tupperware, demanda si, par hasard, il restait quelques biscuits. Le lendemain, elle en voulut 36 pour le club de lecture. Quand le chœur de l'église Saint-Polycarpe précommanda 40 boîtes pour un goûter caritatif, Claire comprit, leur cuisine ne suffirait plus. Ellie eut l'idée la plus simple, s'installer sur le trottoir. Un samedi gris-perle, ils plantèrent une table pliante au pied de la bibliothèque municipale du 1er arrondissement, disposèrent des sachets Kraft ornés d'un tampon, sirop and horloge, et confièrent la publicité à la seule fragrance du beurre noisette. Vespé, majestueux, dormit dans une cagette tapissée de toile à carreaux, attirant chaque étudiant en pause. À midi, il ne restait plus une miette. La 3e semaine, sous une brune obstinée, une jeune femme en ciré bleu pétrole acheta un roulé, ferma les yeux, puis révéla son identité. Maya Chen, chef de projet à la mairie chargée du développement économique. Elle glissa à Claire un formulaire rose saumon, marché de printemps du parc de la Tête d'Or, candidature de micro-artisans. Les pupilles de Claire s'éclairèrent, puis se plièrent d'anxiété, normes d'hygiène, location d'une cuisine professionnelle, contrôle surprise. Le soir même, la maison de la rue des Lilas répondit. Le pli s'ouvrit sur un grenier en 1952. Au centre, une caisse de sapin portait l'inscription au pochoir café ambulant numéro 2. À l'intérieur, des plans impeccables détaillaient un chariot pliable en bois de saule, des ferrures de laiton et des notes d'Éléonore sur la mise en température des brioches, même par Mistral. Sophie obtint un créneau dans l'atelier de prototypage de l'INSA. Les soirées sentirent le copeau frais et la cannelle, tandis que Vespé surveillait l'avancée depuis une boîte de vis. Restait l'obstacle sanitaire, un point d'eau autonome et un contrôle numérique des températures. Le 10 avril,
date d'anniversaire de l'énigmatique Éléonore, découvert dans un vieux carnet, la cuisine ne recula pas dans le temps, elle bondit au contraire dans un futur rayonnant. Sur les murs miroitait la date 10 avril 2044. Au centre du plan de travail reposait une mallette argentée estampillée nanogrill UV, capable de s'auto-stériliser en 30 secondes. Juste à côté, un lavabo pliable FlexLave diffusait un voile d'eau jonché de particules d'argent. Vespé, d'ordinaire chat d'un flegme royal, hocha littéralement la tête. Qu'attendez-vous ? Une semaine plus tard, l'inspecteur de la DDPP, M. Vachon, moustache drue et thermomètre pointu, planta sa sonde au cœur d'une brioche, 95 degrés constants. Il mâchonna un coin de pâte puis gribouilla, conformité exemplaire. Le marché de printemps ouvrit sous un ciel capricieux. Sous leur auvent bleu lavande, le chariot rebaptisé Carillon présentait des roulés ciel d'orage, pâte aérienne, sirop citron-miel, glaçage nacré. À 2 pas, la société Snack Nova gonflait un citron-ballon de 3 mètres et offrait ses turbo-citronnettes symbole marque commerciale, torsade vert fluo emballée dans du plastique brillant. Le directeur marketing, Grégory Dubois, agitait un micro en promettant 3 fois la dose de vitamine C. À midi pile, Carillon ferma son premier plateau complet. Les nuages restaient suspendus, la météo annonçait 33 degrés pour le lendemain. Claire savait qu'un glaçage au beurre fondrait comme neige au soleil. Ils rangeaient leur matériel quand Dubois glissa, sourire carnassier. Demain, la canicule. Je serai vous, je vérifierai mes crèmes avant le passage des inspecteurs. Dans la camionnette de location, le silence fut coupé seulement par le ronron de Vespé. Élie repensa, vendredi, c'est un jour de transition. Une chance. À la tombée de la nuit, le brouillard de Saône avalait la rue des Lilas. À peine la clé tournait elle dans la serrure que les murs s'imprégnèrent d'un turquoise lumineux, 1965. Sur la table brillait un unique pot de miel scellé, miel de trèfle, Chartreux 65, et une petite carte où l'on lisait « Si l'été s'échauffe, allège ta pâte ». Le ventilateur en bakélite se mit à ronronner tout seul. L'idée s'imposa, remplacer la lourde crème au beurre par un sirop olive-miel infusé de zeste de citron. Ils travaillèrent jusqu'à l'aube. Claire pétrissait un pain enrichi de tangzong, Sophie rédigeait de nouvelles étiquettes sans lactose, Élie portait à frémissement le miel et l'huile. Vespé, queue battante, donna le signal final. Ils remontèrent l'escalier avec la dernière plaque au moment même où la cuisine redevenait 6 siècles. Le lendemain, l'asphalte luisait comme une tôle brûlante. Pourtant, le glaçage resta lisse. Dubois lança une campagne de dons, un turbo-citronnette pour 1 euro, reversé à la SPA. Une influenceuse capta l'instant précis où un enfant recracha le bonbon fluo, le ## langue vert poison s'enflamma. La file menant à Carillon doubla. L'inspecteur Vachon revint, thermomètre en main, 30 degrés pile à cœur de brioche. Parfait, lâcha-t-il, presque admiratif. À 15h, Maya Chen remit à Claire un ruban bleu brodé de la silhouette de la tête d'or, tandis que la foule applaudissait. Il rangeait les plaques quand Élie aperçut une lueur. Un youtubeur tech braquait sa caméra sur la nanogrille discrètement ouverte. Vespé surgit, bondit sur l'épaule du journaliste, fit mine d'examiner l'objectif, câlin oblige. Le youtubeur coupa net sur un éclat de rire. Élie referma la trappe, retenant son souffle. Secret sauve. Le soir, dans le bureau lambrissé que l'on n'ouvrait presque jamais, brûlait une seule lampe. Sur le sous-main attendait une enveloppe frappée du logo du CNES, destinée à Sophie. À l'intérieur, invitation à la finale du concours CANSAT, orientation à Toulouse, 15 août. Sous la signature, une phrase manuscrite. Nous espérons voir jusqu'où vole une histoire quand elle se cache dans une boîte de conserve. Près de l'enveloppe, une roue de laiton gravée de 3 chiffres, latitude, longitude, et un 3e beaucoup trop élevé pour être une altitude ordinaire. Élie sentit le froid du métal sous ses doigts et sut que le pli ne finirait pas là. Il se poursuivait vers d'autres hautes couches de temps. Toute la bande se retrouva autour de la table de la cuisine, respirant le parfum des derniers roulés. Vespé s'installa, droit comme un chef, sur le dossier d'une chaise. Sophie posa l'invitation sur la nappe. « Alors, le ciel » souffla-t-elle. Élie ouvrit son carnet usé, raya un instant le blanc de la page, et traça « Un pain digne de s'élever doit se pétrir à plusieurs mains ». Dans l'entrée, les comptoises sonnèrent 7h18. Claire sourit, le compte à rebours d'une nouvelle recette venait de commencer. Chapitre 3. Pain qui se souvient. Le mois de juillet installa sur Lyon une lumière claire, presque marine. Le Rhône filait comme un fleuve du sud, les toits roussis frémissaient d'un souffle tiède, et les fenêtres laissaient passer les odeurs de lavande des rebords de balcons. Au 46, rue Romarin,
Une nouvelle enseigne accrochée à un vieux linteau de pierre fit bientôt ralentir les passants. Des lettres brûlées au fer annonçaient sirop end horloge sur une planche de chêne blond. L'arôme du four se glissait dans la rue. Il évoquait à la fois les petits pains à l'aube et le sucre des confiseries de la Vogue de la Croix-Rousse. À l'intérieur, le local encore frais de peinture semblait avoir toujours attendu ce destin. Les murs d'un blanc crème encadraient 2 fours respectables, déjà huilés par la première fournée, et d'étroites étagères de hêtre s'alignaient jusqu'au comptoir vitré. Claire ajustait l'horloge comptoise, transportée la veille avec 1000 précautions, quand Élie entra les bras chargés de paniers. Il les déposa sachant que chaque coup de paume résonnerait sous les plafonds voûtés où l'écho ressemblait à un orgue secret. Sur la grande table centrale, les souvenirs de la rue des Lilas s'étaient mués en reliques. Le rouleau à pâtisserie monogrammé EW, le petit pot de miel de 1965, et même une plaque émaillée indiquant « chauffer lentement » que Sophie avait nettoyé et verni. Au-dessus, un cartouche en papier Kraft proclamait « Notre ingrédient majeur, le temps ». Vespé fit le tour du comptoir, reniflant la moindre émanation de farine, puis bondit d'un geste princier sur le rebord de la fenêtre, décrétant la place dorénavancienne. L'horloge, elle, marquait encore 7h18, l'heure figée de leur histoire, mais Élie, en passant près du cadran, entendit un cliquetis minuscule, comme si le mécanisme frémissait avant de s'élancer. Le jour d'ouverture, un vendredi à l'aube, Claire enfila un tablier immaculé et lança la première pâte enrichie de Tangzong. Chaque mouvement soulevait un nuage farineux qui recevait la lumière en éventail. Sophie dressa la vitrine en glissant ça et là des cartes manuscrites. Roulé Mistral citron-miel, brioche fleur de sel, pain de lune à l'avoine. Élie vérifia son thermomètre digital, puis alluma la nanogrill. La surface d'acier chauffa en silence, et une odeur douce amère se mêla aussitôt au parfum du café filtré. Le chat, après inspection, s'installa sur un petit coussin à motif d'encre, symbole subtil, peut-être, d'un navire prêt à lever l'ancre vers un nouvel horizon. Dès 8h, la porte tinta. Un comédien de la troupe des Célestins, foulard au cou et voix encore rocailleuse de sommeil, demanda 2 roulés pour délier le texte. Il mordit, leva les yeux au ciel et déclara trop fort. « Mes amis, ce glaçage vaut toutes les répétitions de diction. » La remarque, capturée aussitôt par une cliente qui filmait en story, circula presque instantanément. Les employés de la poste à 2 rues, attirés par la vidéo, vinrent à la pause. Puis ce furent les étudiants d'architecture, curieux du fourni ouvert, qui laissaient voir la danse de Claire devant les fours. La file se forma jusqu'à la place Rouville. Les gens ressortaient avec les paquets serrés contre eux, comme on emporte une bougie allumée. Vers 10h, une journaliste du Progrès poussa la porte, suivie d'un caméraman au trépied déjà déployé. Vespé, tel un professionnel des plateaux, sauta sur la caisse claire où l'on glissait la monnaie, s'assit majestueusement et cligna des yeux juste à hauteur de l'objectif. Le reportage, diffusé dans l'édition du soir, souligna que l'odeur de cannelle et la couleur d'ambre du sirop renversent l'ordre du temps, phrase que Sophie recopia plus tard dans un carnet, hilar de voir les journalistes reprendre leur métaphore. Claire, pourtant, guettait autre chose. À 11h, exactement au moment où un bruit de cloche annonçait la sortie des écoles, l'inspecteur Vachon franchit le seuil. Même moustache, même thermomètre qu'au marché de printemps. Il coupa net un petit pain à la crème, y plongea la sonde. 31 degrés, énonça-t-il en haussant les sourcils. Nickel, Madame Dubois. Puis, baissant la voix. J'en prendrai bien 3 pour le bureau, si vous acceptez les règlements en espèces. Claire hocha la tête, moitié amusée, moitié soulagée. La légende naissait, semble-t-il, dans les couloirs même de la préfecture. Quand toutes les corbeilles furent vides, le soleil avait déjà quitté les toits. Élie baissa enfin le store métallique. Dans la pénombre odorante, son esprit tourna vers le prochain défi. La finale CANSAT à Toulouse approchait, et le cahier des charges, reçu la veille, exigeait un émetteur capable de survivre à 160 degrés puis à 40 degrés Celsius. Les lampes récupérées dans le pli de 1952 semblaient parfaites, mais il fallait encore tester leur robustesse. Sophie, assise sur un sac de farine, cochait des lignes sur sa checklist en récitant appliqué. Parmi les items, on lisait résine haute température, résistance céramique, revêtement alimentaire et, griffonné sur le côté, pain orbital, avec un clin d'œil. Claire rit. Elle pensait vraiment envoyer un morceau de brioche vers la stratosphère ? Pourquoi pas ? Répondit Sophie. Si nos roulés peuvent affronter la canicule lyonnaise. Ils sauront bien traverser un jet stream. La comptoise résonna soudain. 7h18, comme pour signer la blague. Mais, cette fois, l'aiguille des secondes avança d'un trait, cliqueta, puis d'un autre. Élie sentit la vibration sous ses doigts. Le cœur horloger venait de se remettre en marche, doucement, sans forcer, comme un coureur qui reprend l'entraînement. Il ouvrit son carnet bleu,
celui où ils consignent les principes nés de leurs aventures, et tinta sa plume. Quand le temps décide de marcher avec nous, le pin pousse 2 fois plus haut. Vespé, curieux, frotta sa tête contre l'avant-bras d'Élie. Le garçon posa le stylo, le chat ronronnait, et l'horloge égrenait un balancement régulier, tic-tac. Confirmant qu'une nouvelle page s'écrivait déjà, peut-être celle où l'on verrait un roulé à la cannelle flotter dans l'azur au-dessus de Toulouse. Partie 4, chapitre 4. Pin au-delà des nuages. Le 15 août avant l'aube, Lyon dormait encore sous un voile mauve quand la camionnette grise s'engagea sur l'autoroute A7. À son bord, Claire serrait sur ses genoux un panier d'osier recouvert d'un linge brodé. Sophie, calée au milieu, vérifiait pour la 10e fois le plan de vol et la liste des fréquences. Élie conduisait, les phares découpant la brume comme 2 lames claires. Vespé, roulé tel un accent circonflexe, dormait sur la planche arrière, inconscient de filer vers une altitude qu'aucun chat n'avait encore rêvée. Dans le coffre vibrait une mallette métallique, alourdie de circuits et d'espoir. Le CANSAT baptisé Chrono 1, un cylindre pas plus haut qu'une boîte de conserve, bardé de capteurs et muni, en son cœur, des lampes courtes ondes rescapées du pli de 1952. Aux côtés de l'électronique, Claire avait niché un minuscule pain tressé, farine complète, sirop d'érable et une pincée de miel de trèfle 65, enveloppé dans un film thermorésistant. Elle l'appelait en riant la miche orbitale. La route filait, tachetée de nappes de brouillard, puis soudain le ciel se fit grand ouvert. Les lumières de Toulouse jaillirent comme un archipel, et, bien plus loin, un trait argenté révélait la Garonne. Au centre spatial étudiant, un hangar anguleux patientait dans le silence orange des réverbères, gardant la fusée pédagogique qui propulserait Chrono 1. Élie coupa le moteur. Le tic-tac de l'horloge comptoise transportée à l'arrière, démontée avec minutie, balancier calé dans du coton, résonna comme le dernier battement d'un cœur endormi juste avant l'effort. Il l'ouvrit précautionneusement, fixa le cadran sur 7h18 et glissa la clé dans sa poche, certain que l'heure, là-haut, saurait reconnaître son propre reflet. Les préparatifs occupèrent tout le matin. Sous le hangar, l'air sentait la résine chauffée et la poussière d'aluminium. Des étudiants en combinaison bleue faisaient crépiter des talkie-walkie, tandis qu'un professeur aux yeux pétillants tamponnait des feuilles de contrôle. Sophie, brassard équipage science, veilla à chaque vis, chaque soudure, comme si un seul micro-jeu aurait pu faire éclater la magie. Élie programma l'émetteur, une minuscule LED verte cligna. Claire déballa la miche orbitale, la plaça dans la chambre expérimentale, puis referma le compartiment hermétique. Au-dessus de la piste, le ciel prenait la nuance d'un verre soufflé, limpide mais traversé de filaments cristallins. Le vent se levait à peine, portant un parfum de tournesol venu de la campagne lauragaise. À 9h, la fusée, haute comme un pylône de trolleybus, pointait déjà vers l'azur, son cône mat reflétant un soleil ferme. Claire sentit sa gorge se nouer d'un mélange d'orgueil et de crainte. Sophie, casque à la main, chuchota. Prête à laisser le temps lever la patte ? Élie n'eut que force de sourire. Dans son carnet, il avait griffonné à l'aurore, faire monter le pain jusqu'à la clairière du vent, et les mots palpitaient encore entre les pages. Le compte à rebours débuta. Vespé, maintenu dans sa caisse de transport près de Claire, se redressa à 5, oreille en avant. Sur 3, le chat poussa un miaulement rauque comme une sirène miniature. Sur 2, la comptoise au fond du hangar vibra dans sa caisse. 1, 0. Une flamme blanche jaillit, la fusée bondit, avalée par la verticalité. Le rugissement se fit grondement, puis bourdonnement lointain. Sur les écrans, les courbes défilaient, pression, température, télémétrie sonore. À 3000 mètres, la coiffe s'ouvrit, Chrono 1 fut éjecté, accroché à un parachute ivoire. Dans l'or intense du ciel, l'objet tournoyait comme une graine d'érable prolongée d'un fil d'araignée. Soudain, un bip clair crépita dans les enceintes. L'émetteur lampe vintage venait de trouver la fréquence. La voix la plus calme était celle de Sophie. Signal reçu, latitude, longitude, tout est nominal. Claire ferma brièvement les yeux. Elle imagina la miche orbitale, là-haut, brassée d'air froid, et se surprit à murmurer une prière. Que le miel retienne sa douceur, que la mie ne s'effrite pas. Le parachute, après une lente chorégraphie, commença sa descente. Il tangua par-dessus la cime des chênes, franchit la piste désaffectée et se posa dans un champ de tournesol déjà penché vers l'est. Élie courut le premier, ordinateur à la main, guidé par le bip. Il souleva Chrono 1, l'enregistreur clignotait toujours. Le pain, délicatement emballé, avait gardé sa forme, et même sous la couche protectrice, il sentait le sucre caramélisé. Entier, annonça-t-il d'une voix brisée avant de rire. Entier. Sophie accourut, les bras ouverts, dépassée par la joie. Claire, quelques mètres derrière, s'arrêta net.
Le soleil baignait la Seine, lavant le monde d'une teinte dorée exactement semblable à la croûte de sa brioche. Sur la route du retour, la radio locale diffusait déjà la nouvelle. Des étudiants lyonnais font voyager du pain dans la haute atmosphère. Les appels pleuvaient, on voulait connaître la recette, le secret, la raison. Claire répondit à un journaliste. Un bon pain est une promesse, nous l'avons seulement tenu un peu plus haut que d'habitude. Lyon accueillit l'équipage avec un soir moite de cigales urbaines, le chant des scooters sur les quais. Au 46, rue Romarin, la nouvelle s'était précédée d'eux. Une trentaine de voisins patientaient, certains avec des fleurs, d'autres avec de simples sourires. Vespé, héros moustachu, fut libéré de sa cage et parcourut la boutique comme un général revenant d'expédition. La miche orbitale, placée sous cloche, exhalait une tiédeur d'anis et de caramel. Au fond du magasin, l'horloge comptoise semblait plus haute qu'avant. Élie, la clé entre les doigts, hésita moins d'une seconde. Il engagea l'acier, donna une impulsion, et le balancier s'ébranla. Le tic-tac se répandit comme un frisson, tellement vibrant qu'il flottait dans l'air au-delà des murs. Sophie, encore rouge du soleil toulousain, sortit de sa poche un petit disque de laiton. L'équipe Kansat leur avait offert la rondelle de parachute découpée, gravée de la date du vol. Claire, émue, la plaça près du pot de miel 1965. Elle murmura alors. Voilà le ciel qui rentre à la maison. Quelques instants plus tard, Élie alignait sur le comptoir une nouvelle fournée, préparée la veille, roulée ciel grand ouvert, garnie de zeste d'orange et glacée au miel. Il proposa d'en donner un morceau à chaque visiteur, geste simple qui fit reculer la queue jusqu'au trottoir. Au moment de refermer, il n'en restait plus qu'un, qu'il déposa au pied de l'horloge, offrande discrète à celles qui gardaient leur temps. Dans le calme revenu, Claire versa 3 tasses de chocolat épais. Le chat se leva contre le pied du meuble, comme s'il guettait la prochaine vibration. Élie ouvrit son carnet, soupesa le poids du stylo qu'il tenait depuis des mois, puis écrivit d'un trait sûr. Lorsque le pain s'élève au-delà des nuages, les histoires respirent plus large. Partage-les avant qu'elles ne refroidissent. Sophie hocha la tête, sentant la justesse de ces mots jusque dans l'épaisseur sucrée du chocolat. À travers la vitre, la nuit gonflait la saune d'un miroir d'encre. La ville semblait suspendue au balancier qui, inlassablement, décomptait les secondes avant la prochaine aventure. Ils ne savaient pas encore quelles coordonnées le pli offrirait ensuite. Peut-être un monastère de 1890, peut-être un avant-poste lunaire de 2075. Mais ils avaient la certitude d'une recette parfaite. Chauffer lentement, ne jamais réduire le temps, et veiller à ce que chaque tranche, même perdue dans le ciel, trouve un jour quelqu'un pour en goûter la chaleur. Ainsi se referme le premier tome de Ciro d'horloge. Une maison qui pétrit les minutes, un chat qui surveille les plis du monde et 3 cœurs qui apprennent que l'instant le plus fragile, lorsqu'on le partage, devient une miche plus légère que l'air.